La ministre en charge de l'énergie a effectué une sortie terrain dans les centrales thermiques de Komsilga et solaires de Zaktouli. Maminata Traoré s'est dit satisfaite de l'engagement des travailleurs à qui elle a adressé ses félicitations. Il a été annoncé l'extension de la centrale thermique de Komsilga. Concours direct 2022, les épreuves de questions à choix multiples QCM débutent demain pour 2 semaines et les épreuves en ligne qui ont lieu depuis ce 19 septembre prises en compte. Le ministère de la fonction publique dénombre plus de 2 millions de candidats pour 6 069 postes à pourvoir à travers 92 concours. Des précisions dans un instant. Et puis enfin, Semaine nationale de la culture SNC 2022, les comités d'organisation ont été installés ce mardi. 100 membres en tout vont prendre en charge donc la mise en place des activités de ce rendez-vous culturel. Cette année, les soirées SNC vont connaître une innovation majeure pour plus d'attrait. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, la ministre en charge de l'énergie a visité ce mercredi les centrales thermiques de Komsilga et solaires de Zaktouli. Les personnels donc ont été félicités pour leur travail qui a permis de faire face à la période de forte demande en électricité. Dans les prévisions des travaux d'extension pour accroître la capacité de production de la centrale thermique de Komsilga. Les détails donc de la sortie terrain, c'est avec notre reporter Maxime Jeune-Bombara. Visite de la ministre en charge de l'énergie à la centrale thermique de Komsilga et à la centrale solaire du Zaktouli. C'est sa toute première visite sur ces sites depuis sa nomination dans le gouvernement de la transition. La ministre Maminata Traoré est donc venue témoigner ses encouragements à l'ensemble du personnel, mais aussi s'imprégner du bon fonctionnement de ces centrales. Après une brève présentation du plan de la centrale thermique de Komsilga, première escale, elle a pu visiter les installations de la plus grande infrastructure électrique du pays, d'une capacité de 90 MW. Et comme je dis, c'est rassurer aussi la population qu'avec l'ensemble du personnel, nous allons nous atteler en tout cas pour fournir cette énergie dont tout le monde a tant besoin. Aujourd'hui, l'énergie ne devrait pas être un luxe. C'est vrai que c'est un bien précieux, mais ce n'est pas un luxe et nous allons nous atteler à améliorer ce que nous avons déjà, mais aussi à augmenter les capacités. Donc je voudrais profiter en tout cas remercier le personnel et leur demander de rester toujours engagés pour les sentiers futurs. L'on annonçait en 2020 des travaux d'extension pour accroître la capacité de production de la centrale thermique de Komsilga de 50 MW. Mais selon le directeur général de la Sonabel, les 50 MW ont été déportés au niveau de la centrale thermique de Kosodo. C'était le site le plus approprié parce que pour faire ce genre d'installation, il faut faire des simulations électriques et les simulations avaient indiqué que Kosodo était le plus urgent. Donc nous avons réalisé 50 MW à Kosodo et actuellement nous envisageons de réaliser 50 autres MW à Komsilga et les dossiers sont en train d'être finalisés. Vous avez vu qu'on a récemment lancé un appel d'offres pour recruter l'entreprise, le consultant qui va nous accompagner donc dans la supervision de ces travaux. Et l'appel d'offres est en cours de lancement et on va recruter l'entreprise qui va construire la centrale. Au niveau de la centrale solaire de Zaktouli, c'est un personnel également dévoué et engagé que la ministre dit avoir rencontré. Cette centrale qui s'étend sur 60 hectares a une capacité de production de 33 MW. Mais le gros souci reste la question du stockage de l'énergie produite, cette centrale étant dépendante de l'énergie solaire. Je pense qu'à l'instant, on est en train de voir comment faire une extension de stockage. Parce que le stockage est aussi important, ça veut dire qu'on va garder l'énergie pour l'utiliser la nuit. Parce qu'à partir, dès qu'il fait nuit, on perd la lumière, l'éclairage solaire et puis on perd aussi l'énergie. Donc comme je l'ai dit, on va améliorer. Et on a besoin de cette énergie solaire parce que du point de vue environnemental, ça permet de faire moins de dégâts à l'environnement, mais aussi ça permet de baisser le coût de l'énergie. Selon le directeur général de la Sonabel, Daniel Sermé, il est prévu la construction d'une centrale solaire de 42 MW à Ouaga Nord-Ouest sur la route de Waïguya avec une capacité de stockage de 10 MW afin de pouvoir produire l'électricité même la nuit.
Dans la période du 15 août au 15 septembre, plus de 100 terroristes ont été neutralisés dans le cadre des opérations de sécurisation de l'armée. Le point des opérations sur cette période a été dressé hier par l'état-major général des armées qui précise que plusieurs localités, dont Boulzanga et Titao, ont pu être ravitaillées en vivres. Tous les détails avec Fatima Tanikiema et Serge Kaboré. Environ 127 terroristes neutralisés, de nombreuses bases détruites ainsi que du matériel saisi par l'armée burkinabé dans les régions du Sahel, de l'Est, de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, du centre-sud et du centre-est au cours de ces opérations sur la période du 15 août au 15 septembre 2022. Une importante base terroriste a été détruite lors d'une action des forces spéciales le 28 août à Souam, dans le Gourma, ce qui a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes. Dans la région du Sahel, précisément à Soboulé, Gargabouli, Tondiata, Taouremba et Wendopoli, des bases terroristes ont été détruites également avec la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes. Cela au cours d'une série de ripostes à l'attaque à l'engin explosif improvisé qui a visé un véhicule civil le 5 septembre dernier. Une opération réussie grâce à l'appui des services de renseignement. Toujours au Sahel, suite à l'attaque du détachement de Déhou, les forces armées nationales ont lancé une riposte qui a permis de mettre 47 terroristes hors d'état de nuire. Plusieurs autres actions de ciblage ont concerné les groupes terroristes agissant dans plusieurs régions. Ces actions ont permis de neutraliser des dizaines de terroristes et d'autres interpellés. Par ailleurs, de nombreuses localités ont été ravitaillées grâce aux escortes militaires. Le 26 août, les unités militaires ont escorté une vingtaine de camions au profit des populations de Boulzanga. Le 6 septembre, la localité de Djibo a été ravitaillée grâce à des convois escortés par l'armée. Ce sont en tout plus de 200 camions de denrées de vivres acheminés par la route. 150 véhicules de commerçants ont été escortés au profit des populations de Titao les 10 et 11 septembre. Cette localité a elle aussi bénéficié de 2000 tonnes de vivres du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure. Ce mercredi à Manga, dans le centre-sud, atelier de validation des résultats de l'étude sur l'inventaire des bonnes pratiques endogènes de prévention et de gestion des conflits. C'est dans le cadre du Modem Plus DDC. 20 communes à travers 4 régions ont bénéficié du projet financé donc par le Bureau de la coopération suisse à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. Les précisions avec Mamétriana Kamabo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Modem Plus DDC, une étude portant sur les bonnes pratiques endogènes de prévention et de gestion des conflits a été commanditée. L'objectif étant de proposer un mécanisme et un dispositif de prévention et de gestion des conflits efficaces au niveau local. Les résultats de cette étude ont été présentés au cours de cet atelier. Ces 10 résultats vont contribuer aux réflexions et dynamiques en cours au sein de la commission sensibilité aux conflits, mécanismes de plainte, gestion adaptative et redevabilité. Essentiellement, on s'est rendu compte qu'au niveau local, les conflits sont gérés essentiellement par les responsables coutumiers. Ils jouent un rôle primordial dans la prévention et la gestion des conflits au niveau local. Et en plus de ces 2 initiatives qui s'appuient, comme je l'ai dit, sur les connaissances endogènes, vous avez des outils comme la parenté en plaisanterie. Aujourd'hui, la parenté en plaisanterie est un outil efficace de prévention et de gestion, d'atténuation surtout des conflits au niveau local. Et l'approche va être bâtie sur l'ensemble de ces initiatives-là pour pouvoir trouver une approche qui puisse être fédératrice pour pouvoir gérer efficacement les conflits au niveau local. Le projet Modem Plus DDC est un projet qui entend contribuer à améliorer la productivité, les revenus, la résilience et la sécurité alimentaire des populations pastorales et agropastorales dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. C'est salutaire, c'est des mots de remerciement que je vais adresser à nos 2 partenaires, en tout cas pour l'initiative d'un tel projet qui vient vraiment renforcer déjà les dispositifs qui existent au niveau de nos régions et qui vont contribuer vraiment à ce qu'il y ait vraiment une amélioration des conditions de pratique de l'élevage. Parce que le secteur traverse beaucoup de difficultés, alors que c'est un secteur qui contribue beaucoup en termes de production de richesses dans notre pays.
Le projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation des téléphonies mobiles et de l'imagerie satellitaire, composante infrastructure pastorale, a été mise en œuvre par SNV Burkina Faso et ses partenaires, dont les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés. Il est financé par le Bureau de la coopération suisse. Ce projet a un budget global de 5,5 milliards 500 millions de francs CFA. Donc une composante qui portera sur les questions de développement de l'élevage, qui a un budget d'environ 3 milliards 200, et l'autre composante qui appuie les questions de sécurité alimentaire et des cash transferts aux personnes affectées par les crises sécuritaires et la question de l'insécurité alimentaire. 20 communes reparties dans les régions du centre-sud, du centre-ouest, des Cascades, du sud-ouest sont bénéficiaires du projet Modem Plus DDC. Et nous en venons au concours direct de la fonction publique. Plus de 2 millions de candidatures pour 6 069 postes à pourvoir. Les compositions débutent demain jeudi donc pour les épreuves à QCM. Le ministère en charge de la fonction publique était face à la presse aujourd'hui. Des détails ont été communiqués, parmi lesquels des innovations en ce qui concerne l'administration et la programmation des épreuves. Détails dans ce commentaire de Wenlassida Kaboré. Cette année, pour les concours directs de la fonction publique session 2022, 6 069 postes sont à pourvoir pour plus de 2 millions de candidatures enregistrées selon le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, Oumarou Toé. Et sur les 92 concours ouverts en 2022, il est prévu l'administration des épreuves en ligne de 10 concours directs contre 2 à titre pilote en 2021. Cette année 2022, 2 106 962 candidatures ont été enregistrées pour 92 concours directs. Dans la dynamique des innovations du e-concours, il est prévu cette année, du 19 au 23 septembre 2022, l'administration des épreuves en ligne de 10 concours directs contre 2 à titre pilote en 2021. Quant aux 82 autres concours directs, les compositions sont prévues du 22 septembre au 4 octobre 2022 pour 78 concours directs à épreuve de questions à choix multiples QCM dans les 13 chefs-lieux de région. Par la suite, il est prévu les compositions de 4 concours directs à épreuve classique les 8, 9, 15 et 23 octobre 2022 dans le centre unique de Ouagadougou. En outre, la déconcentration de l'activité du scannage des copies des candidats est effective dans les 12 chefs-lieux de région. Des dispositions techniques et pratiques ont également été prises pour rassembler les données scannées des candidats afin de les centraliser dans des canaux sécurisés, favorisant ainsi la collection électronique et les délibérations des résultats, explique Oumarou Toé. Cette année, l'innovation au niveau de l'administration des épreuves écrites réside dans les programmations des compositions le matin et le soir. Cela s'inscrit dans l'optique de la rationalisation du temps organisationnel en vue de diligenter les résultats dans les plus brefs délais afin de permettre aux écoles et centres de formation professionnelle d'effectuer à bonne date les rentrées scolaires. Du 22 septembre au 4 octobre prochain, il est prévu les compositions de 82 concours directs, dont 78 à épreuve de questions à choix multiples dans les 13 chefs-lieux des régions. Et les 4 concours directs à épreuve classique seront composés les 8, 9, 15 et 23 octobre prochains dans le centre unique de Ouagadougou. Semaine nationale de la culture édition 2022, les comités d'organisation au plan national et régional ont été installés par la ministre en charge de la culture. Cette 20e édition, après plusieurs reports, se tient donc finalement du 26 novembre au 3 octobre prochain. Les activités avec une innovation au niveau des soirées SNC seront axées sur la diversité culturelle comme opportunité d'unité nationale. L'installation donc des comités d'organisation SNC 2022 avec notre correspondant Joseph Koudougou. La 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2022 sera organisée par un comité de 100 membres, dont 35 de Ouagadougou et 65 de Bobo Dioulasso. Le comité a été installé ce 20 septembre par la ministre en charge de la culture.
Pour Valérie Kaboré, la composition des membres prend en compte la région qui abrite les festivités. Alors nous sommes venus ce matin en fait installer le comité national d'organisation et le comité régional d'organisation. C'est les mêmes types de commissions. Donc ça part de l'accueil, hébergement, en passant par les commissions techniques comme la communication, la sécurité et tout ce qui peut concourir en tout cas à la réussite de l'organisation de notre manifestation. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que cette année, compte tenu du fait que nous n'avons pas assez de temps, nous avons responsabilisé particulièrement la région des Hauts-Bassins, avec le gouverneur en tête, qui va travailler avec l'administration et le secteur privé, les acteurs culturels, en tout cas à rendre possible la tenue de cette 20e édition. Et en faisant de cette manière, ça veut dire que le gouverneur a le lead dans la région. Et au niveau national, nous coiffons au niveau du ministère, mais il a toute la latitude de prendre des décisions pour nous permettre d'avancer. Cette biennale de la culture burkinabé qui se tiendra du 26 novembre au 3 décembre connaîtra quelques innovations à en croire Valérie Kaboré. Nous avons constaté que de par le passé, les soirées de la SNC n'attirent plus les gens. Donc nous avons décidé de transformer ça en soirée de compétition, mais d'événementiel. Donc nous allons faire venir de grandes figures de la musique burkinabé au niveau local comme au niveau national pour accompagner justement ceux qui sont en compétition et en quête d'excellence. Surtout pour permettre au public qui se déplace de vivre une soirée attrayante. Quant au comité régional, tous les efforts seront fournis pour donner un nouvel éclat à cette semaine dédiée à la culture burkinabé. Je dirais que le gouverneur et l'ensemble de ses collaborateurs sont engagés pour faire en sorte que cette édition soit un plein succès. Et nous sommes motivés et l'ensemble des populations également, nous allons travailler à les motiver, à les engager, à nous accompagner dans l'organisation. Pour l'instant, aucune communication n'a été faite sur le nombre de festivaliers attendus à ce rendez-vous. Une conférence de presse est prévue dans les prochaines semaines pour plus d'informations. Et dans la suite de ce journal, les membres de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou ont bénéficié d'une séance de formation qui va leur permettre d'assumer leur mission avec les meilleures aptitudes. Le renforcement de capacité d'une durée de 48 heures a pris fin hier 20 septembre. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Nous en parlons avec Abdourahim Nigné. 48 heures durant, les membres de la délégation spéciale de Ouagadougou ont vu leur capacité renforcée dans l'exécution de leur mission. Mise en place après la dissolution des conseils de collectivité territoriale après le coup d'État du 24 janvier, la délégation spéciale devra assurer le rôle de conseil municipal. Pour ce faire, cette formation était la bienvenue pour permettre à chaque membre de connaître et comprendre ses prérogatives, selon le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Les délégations spéciales sont par essence des organes qui sont de proximité avec la population, qui délivrent des services tous les jours que Dieu fait. Et si ces services ne sont pas bien gérés, il va sans dire que les populations ne seront pas très à l'aise. Comment aujourd'hui mobiliser les recettes, comment aujourd'hui tenir par exemple les registres de l'état civil, comment célébrer même ne serait-ce qu'un bon mariage, voilà, comment délivrer des actes d'état civil qui soient conformes aux textes en vigueur dans notre pays. Donc autant de missions, autant de rôles que nous devons avoir en visière pour pouvoir mener tout ce qui nous a été assigné en bonne et due forme. Pour le secrétaire exécutif de l'Association des municipalités du Burkina Faso et formateur, il s'est agi d'expliquer les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui encadre la délégation spéciale. Pour lui, l'objectif de cette formation est atteint. Et on a essayé de leur donner l'essentiel pour pouvoir leur permettre de mieux gérer tous les services municipaux et chacun aussi à son niveau, de mieux assumer son rôle durant cette période. Il y en avait qui ne savaient pas qu'en fait, ils sont là pour jouer le rôle de maire, tel que les élus le faisaient actuellement. Parce que pour eux, ils pensaient que non, c'était l'expédition des affaires courantes, alors que non, ils sont institués comme
le gouvernement local pour ce qui concerne Ouagadougou, et ils doivent jouer ce rôle-là durant cette période-là. Je pense qu'ils l'ont compris. Notons que cette séance de formation a été initiée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Le président de la délégation spéciale a promis organiser des séances de renforcement de capacité dans des domaines spécifiques pour permettre à tous les membres d'assurer les différentes missions au profit des populations de Ouagadougou. Le consulat honoraire de Bénin a lancé aujourd'hui une opération d'enrôlement des Béninois vivant au Burkina. Cette opération comporte 2 volets, le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui va s'étendre sur 1 mois et la délivrance de passeports biométriques durant 1 semaine. La cérémonie de lancement de l'opération, c'est avec Fatimata Nikiema. C'est parti pour l'opération de recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et l'établissement de passeports biométriques au profit des citoyens béninois vivant au Burkina Faso. Cette opération voulue par le consul honoraire du Bénin au Burkina Faso permettra de mettre à la disposition de ses compatriotes plusieurs documents administratifs. Il s'agit d'actes de naissance sécurisés, de certificats d'identification personnelle, d'une carte nationale d'identité biométrique et un passeport biométrique. Aucun Béninois résident au Burkina Faso ne doit rester en marge de cette opération. Il faudrait qu'ils sortent massivement pour se faire enrôler. L'avantage qu'ils ont, c'est que le dispositif d'enrôlement s'est déplacé de Cotonou pour le Burkina Faso. Donc, s'ils font l'enrôlement sur place ici, ils vont bénéficier de toutes ces pièces-là. Et pour bénéficier de ces documents, il faut remplir certaines conditions. Parmi ces conditions, la possession de la carte consulaire et l'acte de naissance non sécurisé avant de se rendre au siège du consulat. Selon le consul honoraire, c'est une opportunité pour ses compatriotes de bénéficier de certaines facilités administratives. Et si quelqu'un n'a pas ces documents, il est exclu complètement parce qu'il ne peut même pas s'acheter une carte SIM. Et même pour s'acheter, d'avoir des parcelles, il doit avoir un numéro IFU. Mais pour avoir un numéro IFU, il faut s'enrouler, avoir tous ces documents nécessaires, c'est biométriques, sécurisés pour avoir tous ces documents au Bénin. Les Béninois vivant au Burkina Faso ne se sont pas fait prier pour cette première journée d'enrôlement. Ils ont pris d'assaut le siège du consulat honoraire. Hubert Kanoudji est venu établir sa pièce d'identité béninoise et son passeport biométrique après une tentative ratée d'établissement de ces documents au Bénin il y a 2 semaines. Si vous étiez à ma place, vous voyez quelle serait ma joie. Et donc je suis venu ici directement et on nous a programmé pour aujourd'hui le 21 septembre et la date a été respectée. Et je tiens à remercier les autorités, c'est-à-dire le consul honoraire, le présent consul qui a tout fait pour faciliter cette tâche, parce que ce n'est pas facile pour nous, les Béninois qui sont à l'étranger. Notons que cette opération d'enrôlement au RAVIP et du passeport biométrique a débuté ce 21 septembre à Ouagadougou, mais s'étendra sur d'autres villes du Burkina Faso, notamment Bobo-Dioulasso, Kaya, Fadangourma, Koudougou et Tinkodogo. Elle s'étend sur 1 mois pour le RAVIP et 1 semaine pour le passeport biométrique. Et pour refermer l'actualité ce soir, un sujet de santé, la grossesse extra-utérine, une pathologie qui peut se révéler très dangereuse pour la femme. Elle est en effet à l'origine de près de 15% des interventions dans les hôpitaux, selon le docteur Aboubakar Touré, gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il expose dans le reportage que vous allez suivre différents aspects de la grossesse extra-utérine, évoquant les causes et la question du traitement. C'est avec Maxime Jude Bambara. Définie comme une grossesse qui s'implante et se développe en dehors de l'utérus, la grossesse extra-utérine, encore appelée grossesse ectopique, est le plus souvent localisée dans la trompe. Cette grossesse ne se déroule donc pas dans la cavité utérine comme elle le devrait. Pour Dr Aboubakar Touré, gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est la pathologie la plus compliquée pour les gynécologues obstétriciens, en ce que son diagnostic est très difficile.
Elle se manifeste sous plusieurs formes, notamment par un retard de règles, par des douleurs dans le bas-ventre ou par un saignement vaginal. Cette pathologie se révèle un véritable danger pour la future maman. Dans la grossesse extra-utérine, ce qui est sûr à 100%, le fœtus, lui, il est sacrifié, il est mort. Maintenant, il reste à sauver la mère. Et ça représente un véritable danger chez la mère. Si on ne la traite pas, sa vie est en danger. Les médecins disent que son pronostic vital est en jeu. La grossesse extra-utérine est provoquée, selon Dr Touré, dans plus de 80% des cas par l'infection des trompes du fait des maladies sexuellement transmissibles. Si je vous dis qu'il n'y a aucune précaution au moment de la grossesse, ça c'est vrai. Mais avant la grossesse, la seule précaution que nous demandons aux femmes, c'est d'éviter l'infection. C'est l'infection qui va amener la grossesse extra-utérine, particulièrement l'infection des trompes, que les médecins appellent salpingite. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut savoir que c'est la trompe qui est la voie qui va emprunter l'œuf fécondé pour aller dans l'utérus. Si cette voie-là est bouchée, l'œuf va s'installer dans la trompe et puis voilà. On a une grossesse extra-utérine dite tubaire. Le tabagisme, l'usage du stérilet, l'âge plus avancé de la future maman, les interventions chirurgicales sur une trompe de Fallope ou sur d'autres zones du bassin ou de l'abdomen sont également des facteurs de risque de grossesse extra-utérine. Selon les gynécologues obstétriciens, les cas de grossesse extra-utérine sont assez fréquents au Burkina Faso. Les statistiques nous disent clairement que nous avons les mêmes taux que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Niger, même le Tchad. Bon, donc c'est à peu près les mêmes taux, à quelques virgules près. Dans les hôpitaux, ce sont les statistiques. Nous avons à peu près entre 10 et 15% des interventions. Parce que ça, c'est les statistiques hospitalières. Maintenant, dans les pays européens, ils font des statistiques nationales. Nous avons des chiffres qui, parfois, ne sont pas, j'allais dire, signalés à l'administration. Donc, pour faire des statistiques nationales, c'est parfois difficile. Mais bon, nous avons à peu près les mêmes taux. Après l'apparition des signes, le diagnostic et le traitement doivent être faits sans retard pour éviter les complications. Le traitement consiste à éliminer l'œuf mal implanté, soit par un traitement médicamenteux, soit par une intervention chirurgicale. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis bonsoir et à demain à 20h.